Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h, vous réagissez avec Pascal Praud sur Europe 1. Vous composez dès maintenant les 01 80 20 39 21. Et je salue Géraldine Bonjour, Amont. Pascal. Bien évidemment, on peut souhaiter peut-être un anniversaire. À ma fille, oui, qui est née le 12-12-2012. Joyeux anniversaire. Elle est née le 12 décembre. Qu'est-ce que vous lui offrez, 12 Pascal 2012. Ah oui, il faut faire un cadeau. Mais je ne savais pas que c'était son anniversaire, donc je vais m'y employer tout bah, c'est à l'heure. gentil. Elle s'appelle comment son Inès. prénom Inès, bah écoutez, non, elle est à Elle est l'école. au collège, là, elle est à l'école. Elle est Je au lui dirai ce collège. soir, Elle j'ai est fait 12, écouter. donc elle a 11 ans. 11 ans aujourd'hui, 11 ans, ça elle fait est en 11 ans que je suis sixième. maman. Voilà, exactement. Vous vous rendez Mm. compte? Un jour, Ça nous passe avons trop été en vite. 6e. Ah oui, bah Bonjour vous, il y a Olivier longtemps, oui. Guénec. Bonjour à tous. Un Oui. jour, vous vous en souvenez d'autant mieux que c'était votre dernière classe, la 6e. Bien évidemment. Et puis Louis de Ragnel. Bonjour, Pascal. Qui est allé au moins jusqu'au bac pour Au être moins. journaliste politique. Au moins. Il a fait des études, cet homme-là. Bon. La politique tourne univers impitoyable et maintenant que vont-ils faire? On va évidemment parler du projet de loi immigration qui sera rejeté qui a été rejeté par l'Assemblée nationale hier. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui nous intéresse. Tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs sur l'analyse. Je vous propose peut-être d'écouter Gérald Darmanin pour commencer. Il est le ministre de l'Intérieur. Il était en visite ce matin dans un commissariat de Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. C'est pas un texte pour moi, c'est un texte pour les Français. C'est pas un texte pour les députés, c'est un texte pour les Français, c'est un texte pour la France. C'est un projet de loi qui est soutenu très largement par la population, tous les sondages le montrent, et il faut ces mesures. Et donc j'ai regretté la politique politicienne, les alliances contre nature, et puis pour faire un petit coup, on a finalement joué contre la France, on a joué contre ses fonctionnaires. Et puis il a été interrogé également sur son avenir personnel parce qu'on imaginait que M. Darmanin puisse être un jour Premier ministre. Écoutez. Mais moi, vous savez, les aventures personnelles n'apportent peu. Encore une fois, ça fait 7 ans que j'ai l'honneur d'être ministre. J'ai toujours été réélu dans ma circonscription de Tourcoing, quelles que soient les difficultés. Je remercie d'ailleurs mes électeurs de me soutenir. Et moi, je n'ai jamais peur de retourner devant les électeurs. Je suis un élu dans l'âme et je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, c'est aux électeurs de le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire autre chose, me semble-t-il, que ce qui concerne la vie personnelle. Hier, je pense qu'il y a eu des tactiques personnelles. Bon, moi, je veux regarder les policiers, les gendarmes jusqu'à la dernière minute dans les yeux pour dire « je vais me battre pour vous ». Et on va pouvoir échanger évidemment bien sûr avec les auditeurs. Un mot d'Éric Ciotti quand même, président des Républicains. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Il était sur Europe 1, il était sur CNews. Écoutons-le. C'est une situation qui traduit l'échec du en même temps. Depuis 2017, notre pays est gouverné sous une forme de yo-yo permanent où on ne sait pas où le président de la République veut aller. Un coup, une barre à gauche, une barre à droite, et au final, l'immobilisme, l'impuissance. Tout le monde parle évidemment de la fin du en même temps, c'est ce que je retiens. Louis de Raguenel, bonjour. Bonjour, Pascal. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer maintenant. Il y a d'ailleurs quelque chose de paradoxal, parce que lorsqu'on voyait hier la France Insoumise applaudir, il est possible que le texte qui revienne devant l'Assemblée nationale soit plus dur précisément, et pourquoi pas qu'il soit voté. Et tout le monde découvre également cette commission mixte paritaire, la CMP, et c'est de là que pourrait sortir la fumée blanche. Alors c'est un peu compliqué pour ceux qui nous écoutent. Je voudrais que vous nous disiez le scénario des prochaines heures et des prochains jours, Louis. Donc, premièrement, la CMP dont vous parlez est constituée de 7 députés, 7 sénateurs à majorité LR. C'est ça l'information la plus importante. Donc, ce sont des parlementaires qui veulent durcir le texte. Et très probablement, ce qui va se passer, c'est que le texte qui sortira de la CMP sera encore plus dur, sera beaucoup plus dur que celui qui devait être examiné hier. Et donc, on pourrait assister à un scénario totalement improbable. Par exemple, je vous en cite un, il y en a plusieurs. Il y en a un notamment, ce serait que le texte issu de la CMP donc, soit très dur. Et on pourrait se retrouver dans une situation où même des députés de la majorité donc d'Emmanuel Macron votent contre ce texte qui pourtant à l'origine a été présenté par Gérald Darmanin. Donc ça, c'est un cas de figure ubuesque. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est devenu possible. Deuxième scénario possible dans cette configuration-là, eh bien, c'est que le texte, le gouvernement considère qu'il est convenable. Le gouvernement essaye de le faire voter. Voyant qu'il y a des risques qu'il ne passe pas, le gouvernement pourrait utiliser l'article 49.3 de la Constitution. Et en retour, les oppositions pourraient tout à fait déposer une motion de censure et donc renverser le gouvernement. Dans tous les cas de figure, c'est très compliqué pour le gouvernement. Ça passe, quoi qu'il arrive, par la commission mixte paritaire. Absolument. Ça, c'est
automatique. Absolument. Bon. Et une fois que la commission mixte paritaire a écrit ce nouveau texte, il va au Sénat peut-être, mais il va surtout à l'Assemblée nationale, nous sommes toujours d'accord. Absolument. Bon, il y a 170 députés Renaissance. Absolument. Il y a 62 députés républicains et il y a 88, je crois, 89, députés. ouais, 88. 88. Bon, il est clair que ce texte ne pourrait être voté que par le Rassemblement national, les LR et Renaissance. Nous sommes d'accord. En théorie, Les mais autres, c'est... on oui, les laisse. les autres, le PS, Voilà, ne le LFI, voteront non. pas. Bon, est-ce qu'il peut avoir une majorité à l'intérieur de ces trois groupes que je viens de citer pour ce nouveau texte? Est-ce que dans cette commission mixte paritaire, notamment, le RN est représenté? Je ne crois pas. Bon, donc lui, par définition, les 88 voix, d'ailleurs pourquoi il n'est pas représenté dans cette commission mixte paritaire? Parce que c'est en fonction de parlementaires qui sont inscrits dans des commissions. Enfin, c'est pour des raisons un peu techniques qui sont pas liées au fait que c'est pas lié à un ostracisme particulier. J'essaye moi toujours de comprendre et je me mets à la place de l'auditeur qui nous écoute et qui a besoin effectivement de savoir le scénario qui va se mettre en place. Donc ce texte, s'il arrive devant l'Assemblée nationale, avec les députés Renaissance plutôt de l'aile gauche qui ne sont pas forcément favorables au durcissement de la loi, à ce moment-là, où on retire le texte, où il y a 49-3. 49-3 avec risque de dissolution, puisque... Oui, mais il faut qu'il y ait motion, et la motion, elle ne sera pas votée pour le coup. Écoutez, moi je trouve que depuis hier, il y a beaucoup de choses qu'on pensait impossibles. La fragilité n'a jamais été aussi importante pour le gouvernement. Sauf, et vous en conviendrez, que le rejet d'hier pour les députés, ils savaient qu'ils ne repassaient pas devant les urnes. C'est pas la même chose de voter une motion de censure et de savoir que tu repars à zéro. Donc on fait de la politique politicienne, mais on marque une pause parce qu'il est 11h11. 11h11. Oui. Et on revient parce que c'est passionnant. La politique politicienne, c'est vrai que cette cuisine, elle est aussi intéressante. Simplement, il faut bien l'expliquer pour que les auditeurs, en l'espèce, sachent bien de quoi on parle. À tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1 et vos réactions 01 80 20 39 21. Et nous sommes avec un premier auditeur, avec Franck. Bonjour Franck, vous nous appelez d'où? Bonjour Pascal, j'appelle de Lyon. De Lyon. Est-ce que vous êtes, pour savoir d'où on parle, selon la célèbre expression qu'utilisaient les marxistes, vous êtes plutôt un électeur de Gérald Darmanin, plutôt un électeur du Rassemblement National, de la France Insoumise? Où vous placez-vous? Plutôt un électeur du Rassemblement National. Bon. Enfin, plutôt souverainiste et patriote. Donc, vous contestiez cette loi qui, j'imagine, vous ne trouvez pas assez dure, entre guillemets. C'était toujours le problème du en même temps. C'est-à-dire que on vous parle d'être beaucoup plus rigoureux par rapport à l'immigration sauvage, mais en même temps, on vous parle de régulariser des centaines ou des centaines de milliers de personnes pour leur donner un emploi qui serait manquant. C'est-à-dire que ces personnes, ce qu'on appelle la régularisation des métiers dits en tension, c'est pour simplement arrêter sans doute une hypocrisie, puisque ces gens-là sont sur le sol de France, ils gagnent, ils sont notamment dans la restauration, ils sont très présents, ils sont payés, et effectivement, ils sont là parfois depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et l'argument numéro 1, c'est de dire il faut régulariser ces personnes, puisqu'elles sont là sur le sol de France, et elles travaillent d'ailleurs d'une manière légale ou illégale, Louis de Raguenel. Précisément, pardon. Lorsqu'on est dans une cuisine aujourd'hui française et qu'on est payé, on n'est pas régularisé, mais on travaille d'une manière légale. Alors oui, absolument. Il y en a qui travaillent de manière légale, donc qui cotisent, qui payent des impôts, tout en étant irréguliers, donc clandestins. Ouais, c'est ça qui paraît surprenant. Et il y en a d'autres, pour le coup, qui sont en situation clandestine irrégulière et pour lequel leur travail n'est pas déclaré. Oui, mais alors ça doit être très rare parce que les restaurants ne s'amusent quand même pas à cela. C'est très rare. D'accord. Mais moi, ce que j'arrive jamais. Souvent, c'est l'été dans un restaurant dans lequel il y a un besoin de main d'œuvre pendant 2 jours. Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut être clandestin, si j'ose dire, ou en situation irrégulière, et quand même toucher un salaire et payer des cotisations en France. C'est une des absurdités du système. Il n'y a pas de croisement de fichiers sur ce sujet-là. Ça vous paraît absurde, mais c'est la réalité. Donc, c'est des gens qui touchent des allocations, qui cotisent plus exactement. Qui cotisent, qui ne toucheront pas de chômage à la fin d'ailleurs. Oui. Objectivement. Parce qu'ils ne sont pas régularisés, mais ils cotisent quand même, ils ont un salaire, ils sont... Absolument. Bon, Franck, excusez-moi, je vous ai coupé. Là-dessus, par exemple, vous pensez qu'il ne faut pas régulariser ces personnes qui sont là depuis 3 ans ou 4 ans sur le sol de France? Écoutez, si elles sont là depuis 4 ans, qu'elles travaillent et qu'elles cotisent et qu'elles payent des impôts, oui, éventuellement. Encore, il faut voir le dossier de chaque personne. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que
le taux d'emploi de certains immigrés est plutôt de 50% quand il est de 66% pour l'ensemble de la population. Le taux de chômage d'un Français, c'est 7%. Un immigré hors Union européenne, c'est 14%. Donc si on importe des gens qui viennent simplement pour s'inscrire au chômage, ça ne m'intéresse pas. De plus, quand je vois quand même qu'on a plusieurs millions de personnes qui sont au chômage, pourquoi ne pas former ces personnes, leur assurer un emploi, faire une formation pour que ces gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans, puissent continuer à travailler, partir dans une nouvelle voie et continuer à cotiser pour avoir leur retraite quand elles auront 65 ans, voire plus, on ne sait jamais. Bah écoutez, j'entends ce que vous dites. Excusez-moi parce que c'est... Il y a quand même beaucoup de chômeurs actuellement. Pourquoi encore faire venir la réponse, on la connaît. C'est-à-dire que les immigrés font un travail que ceux qui sont nés en France ne veulent pas faire. Louis de Ragnel, c'est bien ça? Oui, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'en fait on part du postulat de départ que par principe on ne peut pas pourvoir par nous-mêmes, par nos propres capacités, un certain nombre de besoins. Et je pense qu'en fait ça c'est pas inéluctable. Je prends un exemple dans l'hôtellerie-restauration, vous en parliez tout à l'heure. Avant le Covid, il y avait des petits problèmes de tension l'été pour l'hôtellerie-restauration. Oui. Après le Covid, c'était tout le temps. Tout d'un coup, il y a 300 000 personnes qui travaillaient dans l'hôtellerie-restauration qui ne voulaient plus faire ce travail. Et en fait, je pense que s'il y a une politique de valorisation du travail manuel, s'il y a une politique familiale pour essayer de faire en sorte que les Français aient plus d'enfants, eh bien, il y a un certain nombre de choses aussi qu'on pourrait régler. Parce qu'en fait, à la longue, si on suit ce raisonnement-là, progressivement, tous les métiers pénibles, plus aucun Français ne voudront le faire. Et donc, on considérera, et c'est comme ça que les gens considèrent ça, que tel travail qui est pénible est un travail d'immigré. Et je vous le dis, cher Pascal, de manière un peu ironique, peut-être que dans 10 ans, journaliste, ce sera un métier que plus aucun Français ne voudra faire. Il est 11h19. Nous ne faisons pas un métier pénible, justement, et c'est une des chances que nous avons. Et surtout, on a une chance, moi je le dis, parce que quand on dit vous travaillez, ceux qui ont choisi ce métier, souvent, n'ont pas forcément le sentiment de travailler. Parce qu'ils ont, passion. Voilà, ils ont fait ce qui leur plaît. En tout cas, ce qui leur plaît, sans aller jusqu'au mot passion, ils font ce qui leur plaît. Et la difficulté, effectivement, c'est pour ceux qui font un métier dans la vie qui ne leur plaît pas, qui est contraignant, parce que passer 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour avec un job qui ne te plaît pas, c'est la seule chose que j'ai dit à mes enfants. Moi, fais un job qui te plaît. Être premier, ça veut rien dire. Gagner de l'argent, ça veut rien dire. Faire ceci. Mais fais quelque chose qui te plaît. Ça n'a pas... c'est très bien envoyé. Ça c'est un bon moment. Quelle réactivité. Alors là, la passe au bon moment. Iniesta. Alors là, vraiment, Iniesta. J'ai pas fait exprès. Mais... je me doute bien que vous n'avez pas fait exprès, mais Iniesta. Fabrice, il n'a pas la sensation de travailler non plus, j'ai l'impression. Jamais. Quand il est avec nous. Et comme on le comprend. Est-ce que je peux corriger une erreur, Pascal? Pardon. Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de député RN dans la commission mixte paritaire. C'est une erreur, il y a un député RN. Bon, et la commission mixte paritaire, c'est toujours la même? Elle est absolument. Une fois pour toute la mandature, la législature, elle est... Absolument. Bon, parce qu'on découvre, évidemment, techniquement, on ne connaît pas tout, et c'est intéressant, donc ça, c'est toujours... Il y a un président dans cette commission? Il y a un président de la commission mixte paritaire. Mais ce qu'il faut bien comprendre... Alors, vous le direz après la pause. Je le dirai après la pause. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1, vous écoutez Pascal Praud et vous. Je vous propose d'écouter Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Il était ce matin sur BFM. Je pense que face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple qui est en démocratie, le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si tel devait être le cas, alors le Rassemblement national serait évidemment prêt à assumer ses responsabilités. Vous demandez une dissolution de l'Assemblée nationale, vous demandez également la démission de Gérald Darmanin? Je vois pas comment on peut faire autrement que de démissionner quand on a le pire bilan sécuritaire, probablement de la décennie en cours. Jordan Bardella ce matin sur BFM. Kamel est avec nous. Bonjour Kamel. Monsieur Pro, bonjour. Comment allez-vous? Mais écoutez, ça va très bien. Votre sentiment sur cette loi immigration. Et d'abord, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la France doit restreindre l'immigration pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de mal à accueillir de nouveaux entrants et que les conditions dans lesquelles ils entrent ne sont pas satisfaisantes, même pour les immigrés. Vous savez, c'est un homme de gauche, M. Rocard, qui avait dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a énormément de difficultés à intégrer des étrangers en France. Ça, c'est une vérité. Eux ont du mal à s'intégrer parce que, ils ont du mal à s'intégrer parce qu'on ne les intègre pas. Et... Oui, non, mais je vais finir mon propos. Et de deux, ce que je veux vous dire par là, c'est que, oui, il faut renforcer cette loi contre l'immigration. Mais quand j'ai entendu, là, M. Bardella, le but ultime du RN et de la NUPES et des LR, c'est quoi? C'est faire exploser cette assemblée, qu'il puisse y avoir des élections. La dissolution de l'assemblée, c'est le but ultime du RN, de la NUPES et des LR. M. Darmanin, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, on ne peut pas lui mettre toute la faute de tous les problèmes qu'il y a, tous les maux qui se passent au jour d'aujourd'hui sur le dos. Moi, je pense que c'est un très bon ministre de l'Intérieur, qui parle très bien, qui fait son job, et pourtant, je ne suis pas macroniste. Hein. Et ils auraient dû voter cette loi. Après, faire des modifications, voir après comment se passe l'évolution et faire des modifications sur la loi, on peut très bien le faire. Bon, Kamel, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis à vous. D'abord, je n'ai pas demandé au départ. Vous nous appelez d'où, Kamel ? Moi, je suis originaire de Marseille, mais là, je suis du côté d'Auxerre. Et sur le plan politique, vous vous situez où ? Alors, je ne demande pas toujours où on se situe sur le plan politique, sauf bien sûr lorsqu'on parle d'un sujet politique, pour essayer Je vais vous dire... Vous êtes plutôt centriste, j'ai l'impression. Comment ? Non, au départ, j'étais mélenchoniste. Ah ben ça s'entendait pas trop, finalement, dans ce que vous disiez. Vous étiez un centriste mélenchoniste. Mais après, ces derniers temps, il m'a quand même beaucoup dégoûté, depuis très longtemps même. Ensuite, d'ailleurs, depuis les élections présidentielles dernières, je trouve qu'il est parti en vrille complet. Ensuite, j'ai plus voté à droite. Ah oui, vous êtes un mélenchoniste de droite, ce qui, effectivement, c'est comme les poissons volants, c'est pas... Je suis un peu comme nos anciens communistes, monsieur Pro. Voilà, c'est une spécificité particulière. C'est pas la majorité de l'espèce. Bon, voilà. Est-ce que vous trouvez, trouvez en France qu'on a atteint le seuil d'une immigration qu'il faut peut-être au-delà même de réguler, stopper sans doute, sauf au minimum. C'est-à-dire, c'est quoi le minimum ? C'est le droit d'asile, mais il est souvent dévoyé, le droit d'asile, mais il faut effectivement, c'est important, parce qu'on a cette tradition-là, il faut la garder, je pense, du droit d'asile, des gens qui sont menacés de mort, il faut qu'ils puissent venir sur notre sol. Sans doute également des étudiants qui peuvent venir, mais là aussi, il ne faut pas que ce soit dévoyé. Parce que parfois, on voit que cette possibilité, je vois Louis de Ragnel qui me regarde. Le problème, c'est que tout ça a été dévoyé. Et puis, attendez, le principe des étudiants étrangers, à l'origine, ça a été créé pour développer l'attractivité, le rayonnement de la France dans le monde. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'étudiants de Harvard qui viennent étudier en France. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des étudiants qu'on fait venir, et il n'y en a jamais eu autant, on est à plus de 100 000 étudiants par an en immigration légale qui arrivent en France. On était à 35 000 il y a 10 ans. Et donc, ce sont des gens qui se servent du visa étudiant pour ensuite accéder à la nationalité française. Bon, on marque une pause et puis je vous interrogerai parce que là aussi, c'est un peu technique, mais il y avait 170 députés Renaissance hier. 170 députés qui sont dans le collège de Renaissance. Et il n'y en a que 165 qui ont voté. Donc où étaient les 5 ? Il y en avait une qui était avec Emmanuel Macron dans les pieds, à Toulouse. Je sais, mais les 5, ils avaient piscine. En fait, c'est pas sérieux parce qu'il a manqué 5 voix. Il y en avait un qui était en voyage en Chine, dans le cadre de ses fonctions. Mais oui, mais si c'est je le défends pas. Je suis d'accord avec vous, mais si c'est important d'être présent. Effectivement, le Paris Saint-Germain, quand il joue un match, il joue à 11. Surtout que vous savez qu'il n'y en a pas 2 qui sont dans le vestiaire ou l'un qui est en train de se marier. Il y a un ministre dont la seule fonction, c'est un ministre qui n'est pas très connu, il s'appelle Franck Riester, ministre chargé des relations avec le Parlement. Sa seule fonction, c'est de tenir la calculette avec un fichier Excel pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Si vous dites que c'est sa seule fonction, il ne va pas être très content parce qu'il a peut-être autre chose quand même à faire. Il s'occupe du Parlement. S'il fait que ça, ils sont 50. Sa fonction, c'est de faire en sorte que les textes du gouvernement passent. La pause. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et vous réagissez de 11h à 13h avec Pascal Pro, 01 80 20 39 21. Les gens ont du mal à comprendre effectivement parfois comment ça se passe et vous allez peut-être nous éclairer. Les députés Renaissance absents, il en manquait 5 hier, il en manquait 3 également du Modem, il en manquait 1 d'Horizon. Si ces 5 et 3, 8 et 9 personnes votent hier, sont dans l'hémicycle, parce qu'on ne peut pas voter par procuration, le projet de loi... la motion de rejet ne passait pas. Exactement. Donc où étaient ces gens-là ? Alors, il y en a
il y a une parlementaire qui était en déplacement avec Emmanuel Macron à Toulouse. Donc ça c'est absolument incroyable. Et vous savez pourquoi elle y était? Parce que Sylvain Maillard, qui est le chef des Renaissances, lui a dit vous pouvez rester à Toulouse, ça passe. On n'a pas besoin de vous. Vraiment, il avait le nez creux, Sylvain Maillard. C'est un professionnel de la politique, manifestement. Mais comment c'est possible? Je vous répète, comment c'est possible quelle est la justification de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? À l'origine, déjà, tout le monde s'est trompé dans les calculs. À l'Élysée, à Matignon et au ministère de l'Intérieur, ils pensaient que la motion de rejet ne passerait pas selon leurs calculs. Donc il y a des parlementaires, manifestement, ils se sont dit que certains parlementaires n'allaient pas voter le texte. Ils ont voté le texte. Ils ont pris un risque inconsidéré en se disant que ça allait passer, en laissant partir, en laissant certains parlementaires vaquer à leurs occupations. Mais enfin, on ne prend pas ce risque, parce que personne n'en sait rien. Et je suis d'accord avec vous. On ne fait pas, il me semble. Je suis d'accord avec vous. Bon, aujourd'hui, il y a une réunion là en ce moment à l'Élysée. Oh là là, il y a un conseil des ministres. Et ça phosphore dans tous les sens, parce que Emmanuel Macron veut montrer qu'il minimise le résultat de ce vote. Mais c'est pas son intérêt de le minimiser. Vous voulez que je vous dise le problème? C'est que Emmanuel Macron pense que le sujet et le problème est technique, alors qu'il est politique. Il pense que le sujet, c'est uniquement Gérald Darmanin qui n'a pas réussi à convaincre, alors que le sujet, c'est celui que vous évoquez au début de cette émission, c'est le « en même temps ». En fait, le « en même temps » qui consistait à voir et la droite et la gauche, s'est transformé aujourd'hui, hier, en ni la gauche, ni la droite. Et donc, vous avez le parti d'Emmanuel Macron qui devient, en tout cas pour le moment, extrêmement minoritaire. Et on voit très difficilement comment Emmanuel Macron peut continuer à gouverner. Enfin, c'est impossible. En plus, il y a des élections européennes bientôt où, globalement, le parti d'Emmanuel Macron risque d'avoir un accident électoral. Et il n'y aura pas de conséquences pour le national, puisque ce sont des élections européennes. Le RN va nationaliser l'élection. Le RN ne va parler que d'un sujet, l'immigration. La loi n'est pas votée. J'entends bien, mais quand vous dites le gouvernement ne peut pas gouverner, Emmanuel Macron ne peut pas gouverner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 3 ans, il n'y a pas de gouvernement possible en France? En fait, on est retourné dans la 4e République. Et donc, il va falloir, pour le gouvernement, avoir des majorités de circonstances, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Mais aujourd'hui, ni la gauche ni la droite ne veut faire de cadeau à Emmanuel Macron. D'autant plus que le péché original, c'est au lendemain de son élection. Emmanuel Macron avait dit qu'il tirerait des conséquences de son élection, parce que c'est une élection par défaut. Et globalement, qu'a-t-il fait à l'endroit des Républicains? Rien. Il n'a pas compris qu'il avait... Les Républicains ont été méprisés depuis l'élection. Alors, les gens, ils ont été méprisés. Et soudainement, 2 semaines avant le texte, tout le monde se mobilise en disant « Ah, les Républicains, ils sont géniaux, on va essayer de les convaincre avec la raison. » Ils ne veulent pas travailler non plus, les Républicains. Ils avaient l'occasion de travailler avec la Macronie hier. Mais ils ne veulent pas, mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron leur a proposé? Il leur a proposé quand même une loi qui pouvait aller dans leur sens, qui n'était pas tout à fait ce qu'ils demandaient, mais qui allait dans leur sens. C'était le sens du « en même temps ». Oui et non, parce qu'il y avait aussi la mesure sur les régularisations pour les métiers en tension. Je vous remercie, Louis de Ragnel. On va changer de sujet dans une seconde. Il est 11h35.